Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de ce lundi 8 novembre, l'incendie du centre social de la Rabière à Joué-les-Tours. C'était hier au petit matin. La thèse criminelle est largement privilégiée. 7 départs de feu ont été constatés par les pompiers. Le centre est maintenant fermé. De 4 à 7 000 personnes dans les rues de Tours samedi contre la réforme des retraites. La mobilisation perd du terrain. Les syndicats sont divisés sur la suite du mouvement. FO a par exemple claqué la porte de l'intersyndicale cet après-midi. Quant à l'interprofessionnelle réunie à Tours samedi, elle souhaite poursuivre le mouvement. Une vente aux enchères en mémoire du général de Gaulle au château de Beauvais-sur-Cher. Un particulier collectionneur met en vente journaux, meubles ou encore photos dédicacées. Tous ces objets ayant un rapport avec le général. 4 ans après un premier incendie, le centre social de la Rabière à Joué-les-Tours a été une nouvelle fois la victime d'incendiaires hier au petit matin. Les pompiers ont constaté 7 départs de feu et un témoin aurait aperçu une voiture peu avant avec à l'intérieur 4 jeunes. Aujourd'hui, la thèse criminelle ne semble donc plus faire de doute. Julien Gauthier. Des barrières pour condamner l'entrée du centre social de la Rabière incendié. L'image n'est pas sans rappeler les événements de juin 2006. Il y a 4 ans, le centre social avait subi des actes de vandalisme suite à la mort d'un jeune, lors d'un accident entre voiture et scooter, et des rumeurs impliquant la police. Ce nouvel incendie est vraisemblablement criminel lui aussi, car il y a eu effraction et plusieurs départs de feu. Il faut dire que les actes incendiaires sont monnaie courante dans ce quartier de Joué-les-Tours. Régulièrement, des voitures sont brûlées. Il y a un an, c'est la supérette du centre commercial qui partait en fumée. Et le 22 mai dernier, le bâtiment abritant le musée éphémère en face du centre commercial se retrouvait ravagé par les flammes. Le maire de Joué-les-Tours, Philippe Le Breton, n'a pas souhaité s'exprimer à chaud aujourd'hui. Une conférence de presse avec le procureur de la République devrait être donnée d'ici la fin de la semaine. Et le directeur du centre social rencontrait ce soir à nouveau le maire. Des mesures devraient être annoncées prochainement. Une pollution aux hydrocarbures a été constatée cet après-midi à Château-Renaud, dans le ruisseau Le Boisseau, affluent de la Brenne. 2 barrages ont été mis en place par les pompiers. Cette pollution proviendrait, selon les premières constatations, de travaux de forage réalisés il y a 2 mois, tout près de là, pour mettre en place des piliers de fondation. Effectifs, organisation, formation, les problèmes à Pôle emploi ne seraient toujours pas résolus, et ce, pratiquement 2 ans après sa création. Des suppressions d'emplois sont même prévues. Demain, une partie des employés se mettra en grève et une délégation tourangelle partira grossir les rangs de la manifestation parisienne. Sabrina Meloult. Aujourd'hui, Philippe, conseiller à l'NPE, aide une jeune fille à la recherche d'un emploi. Pourtant, selon lui, cette tâche devient de plus en plus difficile à réaliser. Dans son portefeuille, comme on l'appelle communément dans son service, Philippe gère 150 demandeurs d'emploi au lieu de 60 idéalement. Depuis la fusion en 2008 de la CEDIC avec la NPE, les tâches des conseillers à Pôle emploi se sont multipliées, faisant place à des dossiers mal gérés faute de temps. Au jour le jour, concrètement, ça représente des entretiens qui sont de plus en plus courts. Ça représente des entretiens qui se font souvent par téléphone. Alors malheureusement, au téléphone, on ne fait pas la même qualité que de visu. Ça fait qu'on recrute aujourd'hui, alors on a recruté des CDD, il faut savoir qu'aujourd'hui l'effectif de Pôle emploi, centre, il est constitué de 15% de personnel précaire. Quand je dis personnel précaire, c'est des gens qui sont en CDD, qui sont en contrat aidé et qui n'ont pas eu la formation nécessaire pour faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Une charge de travail jugée trop lourde par les salariés qui sont trop souvent ballottés de service en service afin de répondre rapidement à leurs objectifs. Pourtant, dès 2011, on annonce la suppression de 1800 postes, soit 1500 CDD et 300 CDI. Selon Jacques Payot, le directeur territorial de Pôle emploi en Indre-et-Loire, les moyens d'une collectivité sont limités. Voilà pourquoi les CDI ne peuvent pas être favorisés. Effectivement, il y a une restriction budgétaire auquel Pôle emploi au niveau national contribue et apporte sa pierre. Ça va se traduire notamment par une réduction de quelques CDI. En même temps, 300 CDI au niveau national sur un effectif de 50 000 personnes, c'est une réduction de 0,66%. Donc on est loin, effectivement, d'afficher de ne plus remplacer 1 ou 2 départs sur 2. C'est 0,66% de l'effectif national qui, effectivement, est en réduction en termes de CDI. Donc ça ne met pas en péril la délivrance des services pour les semaines et les mois à venir.
Selon le gouvernement, Pôle emploi doit aussi participer à la réduction des déficits publics. Une chose est sûre, demain, les conseillers à Pôle emploi viendront nombreux participer à la mobilisation. La mobilisation contre la réforme des retraites s'est poursuivie ce week-end. Samedi, entre 4 et 7 000 personnes ont défilé dans les rues de Tours, mais force est de constater que cette mobilisation faiblit en même temps qu'une brèche apparaît dans l'unité syndicale. Julien Gauthier. Moins de 4000 personnes selon la police, 7000 pour les syndicats. Comme tous les cortèges, celui de Tours s'est amoindri. C'est loin d'être ridicule, mais cela reste le chiffre le plus faible depuis le début de la mobilisation. Bon là effectivement, je pense qu'il y a une certaine lassitude de la part des salariés. Après, je pense que c'est peut-être la manifestation pas de trop, mais qui n'aurait peut-être pas fallu faire. Je pense qu'il va falloir qu'on élargisse les revendications au-delà des retraites. La réforme, elle est pourrie, pirouette, cacahuète. Côté CGT, qui domine toujours les cortèges, on se dit prêt à aller jusqu'au bout pour éviter la promulgation de la loi. Mais malgré les opinions divergentes, les syndicats continuent de prôner leur union. On va arriver à un compromis sur la poursuite de l'action. Je ne crois pas qu'il y ait une division ou quoi que ce soit. Je pense que l'unité elle est bien là et elle continue. Il est hors de question de parler de la fin de l'intersyndicale. Au contraire, je pense qu'elle va prendre une forme peut-être nouvelle dans ses actions, mais elle sera maintenue. De toute façon, le but c'est de bien faire en sorte que cette réforme des retraites soit ni appliquée ni promulguée. Pendant que les unions syndicales s'interrogent sur une date, une méthode et des revendications communes pour une prochaine mobilisation à la fin du mois, un autre mouvement s'organise au niveau national. Pour la première fois, des représentants des assemblées générales interprofessionnelles de 22 villes se sont réunis pour construire une coordination nationale. Une première réunion qui s'est tenue en Touraine à la marge de la manifestation. Finalement, on s'est aperçu qu'on avait tous plus ou moins les mêmes pratiques, les mêmes soucis et la même envie de lutter ensemble. Donc c'était important de se retrouver sur ce terrain-là. Et donc voilà, et puis on va continuer à travailler ensemble dans les semaines à venir parce que le mouvement, contrairement à ce qui est dit, le mouvement il n'est pas du tout mort, il continue. Sous la bannière « On lâche rien », ce mouvement devrait appeler à une mobilisation symbolique le 11 novembre et des actions de blocage économique. Entre épuisement et nouveau souffle, il reste difficile de prédire les suites du mouvement anti-réforme des retraites, mais annoncer sa mort serait prémédité. Et au niveau national, une intersyndicale a lieu ce soir, intersyndicale à laquelle Force ouvrière ne participera pas, puisque l'organisation a claqué la porte cet après-midi. En sport, nouvelle défaite pour le Saint-Cyr Touraine handball. Le club recevait Dunkerque hier après-midi et les Saint-Cyriens n'ont résisté qu'un petit quart d'heure face aux solides nordistes. Le score final 23-35. Le SCT se classe 10e sur 14. Le TFC quant à lui reçoit ce soir Boulogne dans le cadre de la 14e journée du championnat de Ligue 2. Le match est à 20h30 au stade de la Vallée du Cher. Objectif pour les Tourangeaux, reprendre les rênes de la Ligue 2, 44 victoires ce soir. Tours reprendrait la première place du championnat. On écoute Daniel Sanchez, l'entraîneur du Tours FC. Oui, je pense qu'ils ne vont pas partir à l'abordage, mais un peu comme toutes les équipes qui viennent ici. D'abord, je pense qu'ils veulent être costauds défensivement et ensuite voir s'ils peuvent nous contrer. Donc on est habitué à ce genre de scénario. Bon, on est préparé à ça. Voilà, il faudra encore une fois faire en sorte de nous les bousculer, et ne pas leur laisser prendre leurs aises et de ne pas jouer à leur rythme. C'est une vente aux enchères exceptionnelle qui aura lieu demain au château de Beauvais à Azay-sur-Cher. Le château ouvre exceptionnellement ses portes pour l'occasion. Un collectionneur met en vente des objets ayant trait à la personne du général de Gaulle. Le contexte, il est celui de juin 1940, lorsqu'en pleine débâcle, le gouvernement français s'installe à Tours. Président du Conseil et ministres sont logés dans les alentours. Et c'est au château de Beauvais que le général séjournera pendant quelques jours. Julien Babsa. 10 juin 1940, au fond de cette cour, derrière l'une de ses fenêtres, une pièce est éclairée. C'est celle où vit, où travaille, où dort celui qui n'est encore que général de brigade à titre temporaire, Charles de Gaulle. Détail amusant qui n'a pas dû échapper au général de Gaulle, c'est ces jeunes pages que vous avez sur la droite, pensifs, méditants, plein de réflexions. Et si le sous-secrétaire d'État à la guerre choisit le château de Beauvais à Azay-sur-Cher, ce n'est pas pour son architecture, mais plutôt pour les 2 téléphones qui y sont installés, chose rare à l'époque. Et le lieu regorge d'anecdotes historiques, car la tension est à son paroxysme entre De Gaulle
et Pétain, installés au château de Nitré à quelques kilomètres. Le général de Gaulle est allé chercher le maréchal Pétain pour un conseil des ministres et ils ont refusé de faire voiture commune. Le général est monté dans sa traction et le maréchal Pétain est monté dans sa Delahaye, voiture comme vice-président du conseil pour se rendre à un conseil des ministres. Une fois partis de Beauvais, les deux hommes ne se reverront plus jamais. C'est aussi dans cette pièce, près de cette cheminée, que les prémices de l'appel du 18 juin seraient nées dans l'esprit de De Gaulle. Une affiche originale de l'appel fait d'ailleurs partie des objets mis en vente demain dans ce lieu. Cette vente sera poussée par un sentiment très particulier parce qu'elle concerne le général de Gaulle et que lui-même a résidé ici au château de Beauvais. C'est donc une vente très émotive, chargée de symboles, une vente historique qui fixera de plus la cote du général de Gaulle aux enchères. Car c'est bien la première vente autour du général. Près de 150 pièces seront proposées, amassées par un collectionneur du sud de la France au fil de sa vie. Photos dédicacées, livres, affiches ou encore meubles à l'effigie de Gaulle, tout y passe. Souvenirs plus émouvants comme ce drapeau marqué d'une croix de Lorraine. Bleu, blanc, rouge. De Gaulle quittera Beauvais le 12 juin 1940, 70 ans après son séjour, 40 ans après sa mort. Cette vente sera l'occasion de découvrir un lieu chargé d'histoire, ouvert au public pour la première fois et sûrement la dernière. Et cette vente sera accessible à tous puisqu'il y aura des objets mis aux enchères à partir de 10 €. Ce week-end, les chasseurs ont célébré leur saint patron lors de la Saint-Hubert, une fête qui revêt un caractère particulier en Touraine, terre de chasse à courre. Dans la forêt d'Amboise, la pratique remonte au XVIe siècle et samedi, on a renoué avec cet héritage par l'organisation de la messe de la Saint-Hubert. Julien Gauthier. Amboise a bien changé depuis François Ier, mais pour célébrer la Saint-Hubert au son des trompes de chasse, chaque année le château ressort les apparats du passé. Donne-nous, Seigneur, en ce jour de célébrer... Et pour la messe célébrant le saint patron des chasseurs, devant l'équipage d'Amboise, c'est le Père Caille qui officie depuis 17 ans maintenant. Pas simplement le folklore, autrement ça voudrait rien dire le folklore, mais aller de ce qui fait la vie de ces personnes qui aiment la vénerie, qui aiment les grands animaux, qui aiment les chiens, qui aiment le cheval, et aller de là à Dieu. Mais question folklore, le public est tout de même servi, avec notamment l'arrivée de la meute tant attendue pour la bénédiction du prêtre. Se réunir une journée comme aujourd'hui, ça permet de réunir beaucoup de gens, leur faire voir ce que c'est que l'équipage, les chiens, et des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de voir éventuellement tous ensemble. S'il y a une chose qui a changé au fil des siècles dans la chasse à courre, c'est peut-être la notion de privilège pour la noblesse. Monde rural et citadins, fonctionnaires, ouvriers, cadres supérieurs, tous se retrouvent pour suivre cette chasse si particulière qui se pratique sans fusil. On est les remplaçants du loup. C'est simple, on remplace les loups. Dans le temps, les loups chassaient en horde pour prendre un animal. Aujourd'hui, il n'y a plus de loups, ce sont les chiens de meute et nous qui les accompagnons, qui chassons un animal dans la journée pour attraper cet animal si on peut. Et on n'attrape pas toujours, malheureusement. On reste bien souvent sous notre faim, on en attrape, on va dire 50% dans la saison. Mon fouet est fait pour casser un appareil photo lorsqu'il y a des circonstances que je ne veux pas qu'il soit photographié. Samedi dernier, la meute et l'équipage ont traqué un cerf en forêt des heures durant. Notre caméra, elle a dû se contenter de leur départ au son des trompes pour ne pas rendre compte d'images pouvant servir aux détracteurs. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant en compagnie de Guillaume Lachaume, vice-président d'Urgence Pompiers International. Il est notre invité, reste avec nous.